Bonjour, bienvenue sur cette vidéo concernant la notion d'argent et de spiritualité. Alors, on nous fait souvent croire que les deux sont antinomiques, qu'ils sont, d'après certains, incompatibles, et pourtant, l'un, finalement, ne va pas sans l'autre. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, j'en parle régulièrement aussi sur mes groupes de coaching puisque je souhaite que les personnes puissent avancer dans leur médiumnité, dans leur capacité. Et je pense que sans ce passage, j'ai presque envie de dire obligatoire, on n'avance pas réellement. Alors pour ma part, j'ai dû beaucoup travailler sur le sujet, mais aussi beaucoup sur moi, parce que c'est pas une thématique qui est forcément évidente et qui fait appel vraiment à des valeurs qui nous sont personnelles, propres et parfois qui sont ancrées en nous depuis tout petit. Je vais donc reprendre mon parcours de vie pour vous expliquer déjà mon évolution à ce sujet. Alors rapidement, je vais pas vous raconter ma life pendant 3 heures. Donc je suis l'aînée. Mes parents donc m'ont eu moi très jeune. Donc voilà, je fais partie d'une famille d'ouvriers. Ma mère travaillait dans une usine et mon père travaillait, voilà, il était chauffagiste. Donc voilà, des personnes ouvrières avec des salaires, je vais dire, de base. Voilà. Et puis ma sœur est très vite arrivée, on a 19 mois d'écart, donc voilà, 2 enfants. Maman s'est arrêtée de travailler parce qu'avec ma sœur c'était un peu plus compliqué. Donc plus qu'un seul salaire. Bon, les allocations familiales étant ce qu'elles sont, je sais pas ce qu'elles étaient à l'époque, mais je sais même pas s'il y en avait. Bon bref. Maintenant c'est 130 €. Alors c'est pas 130 € qui va faire vivre 2 enfants, hein, contrairement à un salaire. Mais voilà, donc il y avait plus qu'un seul salaire. Et puis malheureusement, très rapidement, mes parents n'ont pas réussi à continuer leur vie de couple et ont décidé de divorcer. J'avais moins de 5 ans. Je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans. 4 ans quand mes parents ont fait ce choix. Et là, en fait, ma mère, du coup, s'est retrouvée. Alors, il y avait pas à l'époque les aides comme il peut y avoir aujourd'hui. Donc, elle s'est retrouvée sans rien, sans travail, sans salaire, avec une pension de 700 francs. En fait, pour nous deux, je crois. Ou 700 francs chacune, enfin bref, ça fait 1400, on va dire. 1400 francs, donc je sais pas en euros, ça fait combien ça ça doit faire à peu près 200 €, hein, pour vivre. Donc peut-être qu'elle avait une aide pour son logement, peut-être qu'elle avait une aide de la CAF, enfin, je vais dire que si elle avait 500 € pour vivre par mois, c'était bien, avec nous deux. Donc alors elle a essayé de trouver des boulots, etc., mais c'est pas évident quand on n'a pas de diplôme, quand on n'a pas forcément eu beaucoup d'expérience, et puis avec 2 enfants à faire garder, enfin voilà. Et à cette époque-là, dans les années 80, au tout début des années 80, c'était quand même pas... Le divorce, c'était pas non plus hyper répandu, quoi. Hein. Donc c'était pas une situation simple, et donc financièrement, on a quand même vécu la misère. Alors fort heureusement, alors ma mère a été désavouée par ses parents pendant 1 an. Donc pendant 1 an, on a vraiment vécu à 3 en autarcie avec ma mère. Et je me souviens de fois où on mangeait un pot de yaourt à 3 parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger, quoi. Hein, où elle allait chercher une baguette pour dire qu'on ait un peu de pain, mais voilà, j'ai vraiment... Donc après 1 an, mes grands-parents nous ont un peu aidés, donc ils nous prenaient de temps en temps à la maison ou faisaient quelques courses à ma mère. Mais voilà, j'ai vraiment vécu, je vais dire quand même toute mon enfance, parce que ma mère a commencé à vraiment réussir à gagner sa vie, j'avais 15 ans. Vous voyez, jusqu'à 15 ans, j'ai vraiment, vraiment, vraiment connu la misère. Je peux le dire. Alors, pas, il y a pire, d'accord. Il y a pire, mais voilà, on avait des aides, on avait des bons de la mairie, je parle pas des fringues et tout, je parle juste vraiment là de l'alimentaire, quoi, hein, où j'ai vraiment connu, je peux pas dire que j'ai connu la faim, d'accord, ni la rue, mais j'ai connu la restriction très très forte, et puis on n'avait pas voilà, on n'avait pas forcément ce qu'on veut, quoi. Voilà, je vais pas m'étaler. Donc j'ai vraiment vécu ça depuis toute petite quasiment. Hein, mes toutes premières années de vie jusqu'à 4 ans,
je n'ai pas des grands souvenirs à ce niveau-là, voyez-vous. Donc c'est comme si vous voulez, de 4 ans à 15 ans, j'ai vécu ça. Donc c'est ancré en moi. Vous voyez? Et alors, il a fallu faire tout un travail. Alors après, à partir de 15 ans, ma mère a tenu un commerce. Oh, ça a marché du feu de Dieu. Ils allaient au resto. C'était un restaurant. Hein. Donc voilà, ils étaient restaurateurs. Donc ils avaient des amis restaurateurs. Donc ils allaient au resto souvent. Enfin voilà, j'ai connu, paf, du jour au lendemain, quasiment l'abondance. Où là on avait le droit d'acheter ce qu'on voulait pour manger. Ça paraît bête, hein, mais pour moi c'est. J'avais le droit de me faire 2 ou 3 saucisses si je voulais, alors qu'avant je pouvais. Ça paraît bête, hein, mais toutes ces choses-là, c'est vraiment ce qui fonde aussi notre rapport à l'argent. Voilà pourquoi je vous raconte un peu tout ça, d'accord? Donc après j'ai connu voilà l'abondance et puis après je suis partie faire mes études. Donc là, on revient sur un niveau un petit peu moindre, mais je me débrouillais très bien. J'avais la pension de mon papa, la bourse d'études pour faire mes études. Et donc, voilà, j'arrivais à gérer mon budget, puisque j'avais appris à vivre chichement, j'ai envie de dire. Donc, je faisais assez attention, ça me suffisait. Donc, voilà mon parcours de vie. Très difficile, quasiment toute mon enfance. Puis, une période d'abondance, entre guillemets, on se demande ce qui nous tombe dessus, comment ça se fait et ce qu'on peut en faire, finalement. J'en ai pas vraiment profité, j'étais pas une enfant qui réclamait et ci et là. J'ai pas souvenir d'avoir demandé des choses ou des vêtements ou de la marque à ma mère justement à cette période-là. Donc j'ai pas vraiment eu l'impression de elle, je la voyais faire et tant mieux, voilà. Mais moi non quoi. J'ai même travaillé pour me payer mon permis, je vais vous dire. Donc vous voyez voilà. Et donc après étudiante, et j'ai rencontré le père de ma fille, qui lui par contre avait un rapport à l'argent très particulier parce qu'il dépensait ce qu'il avait pas. Donc il faisait mais ses parents étaient comme ça, donc je en ris parce que je peux pas lui en vouloir, mais ses parents faisaient ça, ils faisaient des crédits pour payer des crédits. Donc j'en ris parce que ça paraît étrange, mais c'est comme ça. Donc du coup voilà, j'ai eu à nouveau un rapport à l'argent qui était compliqué parce que autant ma mère avait eu des difficultés, autant elle n'avait jamais dû un sou à personne. Voilà. Donc c'était vraiment, elle se débrouillait avec ce qu'elle avait, et donc j'ai été élevée comme ça. Et là, paf, on se retrouve sur une autre valeur à l'argent. On dépense, enfin lui, hein, il dépensait. Il gagnait à l'époque en France, c'était 12 000 francs. Donc ça faisait beaucoup pour l'époque. Hein, à la fin des années 90, c'était quand même énorme hein, comme salaire. Hein. Et je vois, il avait rien. Il avait pas de voiture, il avait pas un rond de côté. Et je me dis, comment il fait? Mais il s'achetait des grosses baskets, il allait souvent au resto, il allait au cinéma, etc. Donc voilà, il dépensait. Alors j'aimais pas de jugement parce que finalement, qui a raison, qui a tort dans l'histoire, on ne sait pas. Mais voilà ce que j'ai vécu. Et puis une séparation avec le papa de ma fille très douloureuse, où là je me suis retrouvée avec du coup ses dettes. Parce que il pouvait plus les payer, donc c'est moi qui les ai payés. Où là, à nouveau, je suis retournée sur un système aide Croix-Rouge, aide de la mairie, bon de la mairie pour faire des courses pour ma fille, alors que je travaillais. Donc j'avais un salaire qui était correct, hein, je gagnais à peu près 1 200 € à l'époque par mois, et pourtant j'avais mon loyer à payer, j'avais qu'un enfant, donc pas d'allocation familiale, j'avais les dettes de mon ex-conjoint à payer, les crédits pour ma voiture, pour mon ancienne maison, parce qu'on avait acheté une maison, enfin bref, je me retrouvais à quasiment plus pouvoir rien faire, enfin c'est même pas quasiment, je pouvais plus rien faire, et je me suis retrouvée interdit bancaire, j'avais plus de chéquier, parce que voilà, un jour j'ai voulu faire des courses et puis plusieurs fois même pour ma fille en fait en fin de mois et ça a été rejeté et donc vous savez bien que ça rigole pas hein. Et je me souviens une fois être allée à la banque et avoir demandé 20 € pour pouvoir faire des courses puisque j'avais plus de chéquier donc j'avais plus de carte non plus, on m'avait pris ma carte donc j'ai voulu retirer 20 € et on me l'a refusé. Et là quand tu arrives au guichet et que on te voit, enfin on te dit non, je peux pas vous donner 20 €, et tu te dis, mais comment je vais la faire manger? Une petite fille de 3 ans, quoi. Donc j'ai vraiment vécu des situations difficiles. J'ai toujours continué à travailler, j'ai toujours continué à essayer de m'en sortir, à essayer de me débrouiller comme je pouvais, bon voilà. Et puis j'ai rencontré mon mari,
Et ben, travaillant tous les deux avec 2 salaires, petit à petit, on a remonté, entre guillemets, la pente ensemble. Lui n'avait pas de dette, donc il avait un système à l'argent, un rapport à l'argent qui était tout à fait différent. Il mettait beaucoup de côté. Limite, il était radin au début. Il m'entend pas, il a mis son casque, c'est pas grave. Donc ça a été, voilà, voilà pourquoi je vous raconte un peu ma life, parce que c'est très intéressant de se rendre compte de son propre rapport à l'argent par rapport à ce que l'on a vécu, mais aussi du rapport à l'argent de nos proches, conjoints, parents. Voilà, quelles sont finalement les valeurs que nous ont transmises nos proches, nos parents, nos grands-parents, mais aussi voilà, les personnes avec qui on vit. Je me retrouve face à un nouveau rapport à l'argent, celui de ma fille, qui vient d'avoir 18 ans et qui donc gère son compte. Alors elle le gère depuis plusieurs années, puisque finalement elle avait une petite carte de crédit, tout ça, vous savez, les comptes jeunes, je la laissais se débrouiller, mais maintenant, voilà, j'ai plus du tout regard sur ces comptes, rien. Et là, voilà aussi, hein, où on voit des peurs qui remontent. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, bon, on est maman, ok. Mais c'est hyper important parce que ça fait un nouveau rappel à cette notion du lien que l'on a par rapport à l'argent et du regard que l'on pose dessus. Du coup, j'ai voulu travailler ça fait quelques années que j'essaye d'y travailler. Parce que, bon, voilà, jusqu'à aujourd'hui, je gagnais ma vie, enfin, comme tout le monde, quoi. Hein. Même quand je me suis mise à mon compte, il y a quand même longtemps maintenant, 2012, donc il y a 7 ans que je suis à mon compte, au début en tant que formatrice, et puis après, j'ai bifurqué sur Medium. Je gagnais vraiment pas super bien ma vie. Hein. Voilà, c'était pas terrible. Et puis le fait de faire de la médiumnité, ça a été un peu, entre guillemets, le beurre dans les épinards. C'était mes petites séances en plus de mon travail qui me permettaient d'avoir un petit peu plus d'argent. Bon, mon mari étant ingénieur commercial, il avait régulièrement des primes, donc on avait quand même un niveau de vie qui était devenu plus que satisfaisant. En tout cas, on se rendait compte, on a conscience qu'on avait et qu'on a toujours un niveau de vie supérieur à notre entourage, qui, je le rappelle, est ma mère n'est plus du tout commerçante, elle est revenue assez rapidement d'ailleurs au salariat. Donc voilà, on est issus tous les deux d'un milieu ouvrier et on a conscience que nos proches n'ont pas forcément le même train de vie, oui et non, parce que on vit assez simplement. Moi, je fais les braderies, mes enfants sont habillés en braderie, j'achète beaucoup sur le Bon Coin, donc j'essaie quand même, voilà, de favoriser aussi une économie solidaire, ça c'est important pour moi. Et puis voilà, c'est encore en questionnement, j'y reviendrai après. Bref, toujours est-il que on a conscience qu'on gagne bien notre vie, mais en même temps, on l'étale pas, on n'est pas non plus à vouloir montrer aux autres ce qu'on a et leur prouver ce qu'ils n'ont pas. C'est pas notre façon de fonctionner, on est resté sur nos valeurs de base ouvrières, mais du coup, à un moment donné, ça peut bloquer. Donc, à un moment donné, moi, ça m'a bloqué. Quand j'ai commencé la médiumnité, au début, j'ai tout fait gratuit pendant 1 an et demi. Ça y est, on arrive à la partie spiritualité. Hein, mais j'avais besoin de vous expliquer tout ça pour que vous compreniez mon fonctionnement aujourd'hui, mais aussi pour que vous-même, vous puissiez faire des liens avec vos propres valeurs et vos propres fonctionnements face à l'argent. Donc, arrivé à un moment donné dans la médiumnité, donc tout au début, j'ai fonctionné pendant 1 an et demi totalement gratuitement. J'ai fait des centaines et des centaines de séances de voyance, de médiumnité, tout à fait gratuit. Et puis, à un moment donné, j'ai une amie qui me dit, écoute, arrête, franchement, c'est trop. Demande à te faire payer. Comme j'étais à mon compte, du coup, c'était facile, en fait. J'avais pas besoin de créer une auto-entreprise, etc. Donc, c'était assez simple de mettre ça en prestation. Du coup, je me suis dit, bon, allez, après tout, pourquoi pas. Donc, j'ai commencé à fixer un tarif. Alors, j'ai sauté une étape, dont on reparlera après, c'est la notion de don. J'aurais pu utiliser cette étape en disant, après tout, ouais, chacun a qu'à donner ce qu'il veut. Moi, du coup, j'ai fixé un tarif assez bas, très bas, trop bas. Mais enfin, c'était déjà ça. Et j'ai compris que
à un moment donné, bon, bah, il allait falloir faire un choix parce que je travaillais trop. Je faisais mes séances en plus de mon travail. Et j'arrivais plus, en fait, j'arrivais plus à tout gérer. J'avais mes enfants et tout, c'était devenu ingérable. Donc, j'ai dû faire un choix. Le choix s'est porté vers la médiumnité, vers vous, sinon je serais pas là en train de vous parler. Mais du coup, ça m'a remise en question. Parce que, est-ce que j'allais réussir à gagner ma vie? Est-ce que la médiumnité, c'est bien, c'est sympa, des petits rendez-vous, aider les gens, tout ça, c'était mon beurre dans mes épinards, mais au final, est-ce que c'était suffisant pour en vivre? Mon mari, je le rappelle, était ingénieur commercial à l'époque, il gagnait correctement sa vie. Allez, il m'a dit, vas-y, j'ai confiance en toi, c'était en 2015. J'avais commencé à faire quand même, à me faire connaître, puisque c'est rigolo aussi. Les gens me disent, mais comment de où t'es venue l'idée de te faire connaître sur YouTube? Alors c'était pas du tout l'idée à la base. À la base, j'ai fait une séance de médiumnité en groupe chez moi. Les gens étaient 10 ou 12, quelque chose comme ça, où je leur ai fait des petits contacts défunts. Et est-ce que on peut enregistrer la séance? Oui. Et là, j'essaye de leur envoyer la vidéo, parce qu'à l'époque, j'étais novice. Chérie, ça passe pas sur mail. Il me dit, non, mais évidemment, tu peux pas envoyer une vidéo comme ça, c'est trop lourd. Bah, qu'est-ce que je fais, moi? Comment je fais pour transmettre aux gens? Bah, il me dit, écoute, tu fais une chaîne YouTube et puis tu le mets dessus. Comme ça, ils pourront le regarder, puis après, tu le retires. Sauf qu'en fait, les 12 personnes, elles ont montré et montré et montré, et c'est passé à plus d'1 millier de personnes très rapidement, en quelques jours. Je me suis dit, oh, la vidéo, elle a été vue par plein de gens, en fait. Elle n'a pas été vue que par les 12 personnes qui étaient là. Et je me suis dit, bah, j'ai eu plein de commentaires, des gens qui m'ont dit, oh, ça m'aide beaucoup, ça me permet de faire mon deuil, de comprendre qu'il y a quelque chose derrière. Et en fait, tout ça, ça a été mis. Vous savez que là-haut, ils sont très très forts, hein, en cascade. Et donc, j'avais ce nouvel outil de connaissance, reconnaissance, de médiatisation à ma portée, qui me permettait du coup de faire connaître mon travail et donc d'avoir encore plus de demandes. Et donc si j'avais plus de demandes, je pouvais me faire un salaire de base, quoi, à peu près 1 000 € par mois. Moi, j'ai dit, allez, c'est bon, j'y vais, je laisse tomber ma société de... Enfin, mes prestations de formation, en tout cas. Donc j'ai prévenu toutes les structures avec lesquelles je travaillais au fur et à mesure. J'ai arrêté les contrats au fur et à mesure. Et donc je me suis centrée sur la médiumnité. Mais le problème était, à un moment donné, et puis bon, j'avais quand même un mari commercial à mes côtés, hein, il me disait, tes tarifs sont pas assez hauts, etc. Et moi, je défendais le fait, et je le défends toujours. Je dis, mais moi, je suis pas là pour faire de l'argent. Moi, je suis là pour aider les gens. Il me dit, tu crois que ça va t'aider de rien gagner? Oui, ben non. Bon, on est d'accord. Effectivement, c'est à un moment donné, c'est vrai que il y avait cette notion-là, et puis il y avait aussi la notion de reconnaissance. Il me dit, mais regarde, tu commences à être bien connu. Ton travail est de qualité. Ça fait des années que tu fais ça. Tu fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Donc, tu dois faire élever tes tarifs. Ça m'a pris 1 an. 1 an avant que vraiment je me dise, bon ok, je vais mettre des tarifs qui me semblent être plus en corrélation avec la qualité du travail que je fournis. Et j'ai bataillé, vous savez pas, avec mes guides. Et là, j'ai eu des remarques à cette époque-là parce que je disais, ben voilà, mes guides m'ont demandé, en fait mes guides m'avaient demandé de mettre mes contacts défunts à 75 € 1 an avant que je mette ce tarif-là. Donc il y a déjà, je sais pas, 2-3 ans ça. Ils m'ont dit, tu dois les passer. Alors les gens m'ont dit, mais n'importe quoi, les guides donnent pas ce genre d'informations. Si, je peux vous assurer que les guides nous donnent parfois des informations très terrestres. Ils m'ont donné une information très terrestre ce matin encore qui n'a rien à voir avec la rémunération, ni l'argent, ni quoi que ce soit. Mais j'avais besoin d'une information concernant voilà, des personnes qui agissent, je sais plus du coup qui croire, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Et j'avais besoin d'une information, ils me l'ont donnée. Très terrestrement parlant. Ça c'est encore autre chose, mais c'est important de le savoir parce que je vais y revenir après. Parfois nos guides peuvent nous aider
à trouver le tarif juste dans l'instant. Donc, me voilà batailler pendant un an avec mes guides et aussi bon avec mon mari. Et en fait, je bataillais avec moi. Je bataillais avec moi pour deux choses. La première chose, c'est que j'ai toujours tout acheté pas cher. Les brocantes, Emmaüs, les vide-greniers, le Bon Coin, etc. Donc pour moi, c'est logique d'acheter pas cher. Et je me bataillais avec une autre valeur. Qu'est-ce que je vaux ? Que vaut mon travail réellement ? Et là, ça c'est compliqué. Ça c'est, écoutez, je vais vous le dire, hein, honnêtement, ça fait déjà plus de 9 ans, ça va faire 10 ans que je suis médium. Ça fait donc 8 ans que j'ai commencé à pratiquer des tarifs sur mes prestations. J'ai une boutique où je vends des bijoux. Eh ben, j'ai toujours du mal avec ça. C'est toujours... Alors, j'ai fait une formation. J'ai été aidée dans la création d'entreprise, donc où on nous a expliqué comment calculer un prix de revient. J'en parle pour les bijoux parce que qu'est-ce que vous voulez calculer un prix de revient pour une prestation de voyance ou de médiumnité ? C'est compliqué. Ça se fait, hein, on le fait quand même. Ils m'ont aidé à le faire, mais c'est pas simple de quantifier les choses. Et puis en plus, moi, ça va à l'encontre de ce que je fais, de ce que je suis. Et je me suis bataillée aussi pendant ma formation. C'est pas la Chambre des commerces, mais enfin, c'est le même fonctionnement. Ça s'appelle la BGE. Où ils aident les entrepreneurs comme ça à créer leur... J'ai fait ça pendant... J'ai été suivie pendant 3 ans quand même. Donc voilà, normalement j'ai des bases en gestion, en économie, en compta, etc. Et ça reste quand même compliqué pour moi parce que fixer un prix finalement, ça revient à fixer sa propre valeur. Sauf que quand on n'a pas confiance en soi, quelle valeur voulez-vous qu'on s'octroie ? Ça va faire 10 ans que je suis médium, ça fait quelques mois que je vends des petits bijoux et j'en suis toujours là. Quelle est la valeur que je veux bien me donner ? Alors il y a des jours où je me dis ça vaut bien ça parce que franchement j'y mets du temps, j'y mets du cœur, j'ai de l'expérience, donc j'ai aussi un regard entre guillemets d'expert sur certaines choses. Et puis d'autres jours où je me dis non mais attends, non, ça vaut pas ça quoi. Donc ça reste compliqué. Et pourtant je coach des gens autour de ça. Ben oui, parce que c'est aussi en accompagnant, en coachant qu'on se coach soi-même. Donc, le thérapeute, je le dis toujours, hein, le soignant, le coach, travaille pour les autres, accompagne les autres vers leur propre apprentissage, mais son apprentissage propre aussi. Donc, depuis quelques années, j'ai voulu travailler sur ça, sur ma valeur et mon rapport à l'argent. J'avais donc commencé à suivre Christian Junod, qui il a travaillé avec Lilou Massé, notamment sur un livre qui s'appelle Le défi des 100 jours, votre relation à l'argent et à l'abondance. C'est pas la même chose, hein, l'argent et l'abondance. Hein. Je vais y revenir après. Et puis, là, je suis beaucoup, par exemple, sur Facebook, une dame qui s'appelle Camille Griselin, qui fait péter toutes nos idées reçues par rapport à l'argent. On a une histoire de vie à peu près semblable. Elle s'est retrouvée seule avec ses filles, pareil, des aides de la mairie, sans salaire, à aller acheter des vêtements chez Emmaüs, etc. Donc, elle a vécu, elle aussi, la galère, et pourtant, aujourd'hui, elle vit bien. Elle est hypnothérapeute, elle fait des conférences, elle fait des ateliers, et elle parle notamment de cette notion à l'argent, et surtout cette loi d'attraction. L'abondance ne vient que si on la sollicite, mais aussi que si on y croit, que si on la vit pleinement. Et franchement, si vous avez besoin de travailler votre regard et votre façon de voir l'argent, Camille Griselin, Griselin, je vous la recommande vraiment grandement parce que c'est quelqu'un qui va, par des petits posts, hein, voilà, quotidiens, venir démystifier et démonter tout ce que l'on peut croire. Alors je reviens sur la notion d'argent et d'abondance. Avoir de l'abondance et demander l'abondance dans sa vie, c'est pas seulement demander beaucoup d'argent. Je dis que moi je vis dans l'abondance aujourd'hui parce que j'estime, selon ma vision des choses à l'heure actuelle, qu'avoir un toit
à manger et la santé, c'est l'abondance. C'est vivre dans l'abondance. J'ai des vêtements, j'ai mes placards pleins de bouffe, j'ai plein de livres. C'est bête, mais pour moi c'est important. Et pour moi c'est ça les signes de l'abondance. J'ai pas de marque sur mes vêtements, j'en ai rien à faire. J'ai une voiture qui roule bien, bon, c'est vrai, je l'ai achetée il y a 5 ans, elle est assez récente. Mais pareil, je cherche pas la frime ou quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est déjà ça l'abondance. Après, Camille, elle, est arrivée à un palier au-dessus et du coup, j'essaie de m'en inspirer au quotidien. Ou lorsqu'elle se déplace maintenant, elle a décidé d'aller dans des hôtels de luxe parce que elle décide de, en investissant dans son abondance à elle, créer complètement l'abondance dans sa vie sur tous les plans. C'est un exemple, hein, mais voilà. Elle achète beaucoup moins de vêtements, mais des vêtements de marque qui tiennent et qui lui plaisent vraiment, plutôt que d'acheter, comme moi par exemple, ce gilet à 1 euro à une braderie, qui va peut-être pas faire long feu parce qu'il sera troué. Bref, c'est une façon différente de voir les choses, et puis après chacun va aller vers ce qui lui parle le plus. Mais enfin tout ça pour vraiment, je veux vous sensibiliser à votre propre rapport à l'argent avant de vraiment entamer ce discours sur la spiritualité et l'argent. C'est hyper important de se poser ces questions-là parce que souvent, notamment en France, il y a 3 questions, on dit toujours en France, il y a 3 questions qui sont interdites. Quel est l'âge d'une dame ? Qu'est-ce que tu as voté aux dernières élections et combien tu gagnes? L'argent est un tabou. Souvent, on va faire un cadeau, on va pas donner la valeur. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas ça l'important. De toute façon, c'est ce qu'on a voulu mettre derrière comme intention. C'est pas combien il coûte. Il y a plein de choses comme ça. Tout peut être décortiqué au quotidien, dans ce que l'on achète pour se nourrir, dans ce que l'on achète pour se vêtir, dans ce que l'on achète comme meuble. Là, j'ai un meuble à acheter pour vraiment ranger tous mes bijoux, parce que j'en ai de plus en plus de bijoux à vendre. Hein. Et j'allais acheter un petit truc pas cher pour dépanner. Limite, j'aurais pu acheter des caissons en plastique. Vous voyez. Puis mon mari me dit non. Vous voyez, j'ai encore besoin d'un autre regard. Hein. Non, tu vas t'acheter un beau meuble qui va te durer longtemps, un meuble d'apothicaire qui va peut-être nous coûter cher, entre guillemets, mais qui va vraiment être utile et pratique au quotidien. Je veux que ce soit pratique pour toi. Et donc, voyez comment au quotidien, on peut encore être amené à travailler, et je dirais presque à vaincre, nos valeurs de base relatives à l'argent. Et alors, ces derniers jours, j'ai reçu pas mal de choses, de mails, de courriers, de messages à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai reçu ce matin un message d'une dame que j'ai déjà eu en stage et qui me dit, ben tu vois, je suis contente parce que je te suis depuis plusieurs années. 3-4 ans, je crois qu'elle me suit. Peut-être même depuis le début, ouais. Et elle me dit, ben tu vois, j'ai jamais vu d'augmentation exorbitante. Je trouve que tes prix restent toujours abordables. Disons que j'essaye de faire un peu pour tout le monde. Alors oui, 75 €, c'est le plus haut tarif dans ce que je fais. Quoique non, il y a les stages aussi. Bon, on pourrait dire, bah c'est une prestation qui reste quand même chère, mais bon, c'est un contact défunt. Souvent, on va en faire que un peut-être dans sa vie. Bon. Et après les voyances, un autre type de prestation, c'est 12 €. C'est beaucoup plus accessible, vous voyez. Donc, j'essaie d'en faire un peu pour tout le monde aussi. Et ça, c'est ma façon de faire, c'est ma façon d'être. Et là, on aura beau me dire pendant des années ce qu'on veut, je pense que je fonctionnerai toujours de la même manière. Je veux être accessible au plus grand nombre. Et c'est la raison aussi pour laquelle, au niveau de mes bijoux, j'en choisis de très grande et très haute qualité qui vont du coup avoir un coût différent. Et puis j'en choisis d'autres, bon là j'en ai pas, là j'en ai sous la main, qui vont être un petit peu plus des bijoux fantaisie. Vous voyez, c'est un exemple. Voilà. Et ça va pas être le même tarif. Mais c'est comme dans les magasins. Enfin, c'est partout pareil. Mais par contre, c'est accessible. Et on a quand même une petite pierre. Et on a quand même l'accessibilité à la lithothérapie. Et je fais ça dans tout mon travail.
j'essaye vraiment d'être la plus accessible possible. Je fais des vidéos gratuites, je fais des lives où on gagne des choses, je laisse ma chaîne YouTube en accès libre. Il y a plein de chaînes qui sont en accès payante. Donc voilà, j'essaie de fonctionner sur différents plans. C'est ma façon de faire. Mais attention, je dis pas que c'est la bonne. Hein. Je dis que pour l'instant, c'est celle qui me va bien. Mais à moi, pour l'instant. Voilà. Et je vous dis, j'ai fait tout un travail, je suis encore en chemin sur tout ça. Enfin bref, voilà ce que me disait mon amie Elodie à ce sujet. Gratitude Elodie, merci, ça m'a donc vraiment conforté dans la mise en place de cette vidéo. J'ai reçu il y a 2 jours un message d'un monsieur qui me suit depuis quelque temps aussi sur ma page Facebook et qui me dit voilà, mes guides me demandent, et ça ne m'étonne pas, de me mettre, d'ailleurs je pensais que c'était déjà fait depuis un moment, mais me dit voilà, moi je travaille, mais là on me demande de me mettre à la médiumnité, entre guillemets à temps complet. Mais comment faire terrestrement pour quitter un emploi et dire c'est ok, je me lance. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est vrai que c'est sauter un peu dans le vide. Moi quand je me suis mise à mon compte en tant que formatrice, c'est pareil. C'était voilà, pas un coup de poker parce que c'est réfléchi, on fait une étude de marché, là pour la formation professionnelle, hein. On réfléchit quand même, etc. Mais c'est sûr et certain que c'est prendre des risques. Mais en même temps, la vie, c'est prendre des risques. Alors après, c'est des risques calculés plus ou moins. Je vous ai dit, moi, j'avais calculé le fait que mon mari avait un salaire conséquent. Donc, je pouvais m'appuyer sur ça. Et puis, alors j'avais des droits au chômage, bon, assez moindres, mais enfin, je me suis un peu appuyée sur ça aussi. Je crois que je vais avoir 500 € par mois, enfin, c'est rien, mais bon. Enfin, c'est rien, mais c'est quand même beaucoup. C'est ce qui a pu compléter mes premiers mois où ça a été vraiment difficile. Il faut se faire un nom, il faut se faire connaître, il faut trouver sa clientèle, tout ça. Dans la formation professionnelle, hein, je parle. Et puis après, bah, c'était un risque plus ou moins calculé parce que mes séances de médiumnité, j'en faisais déjà un peu en plus de mon travail. Donc à un moment donné, bah, j'ai basculé entre une activité et une autre. Donc voilà, c'est sûr que se lancer, ça fait peur, ça fait prendre des risques. Il y en a qui le feront jamais. Il y en a qui n'oseront peut-être jamais. Et peut-être qu'ils ont raison. C'est pas non plus donné à tout le monde que de se mettre à son compte, parce que c'est une charge quand même mentale de devoir réussir à faire vivre la famille quand on a une famille. Alors peut-être pas tout seul, parce que voilà, si on est en couple, ben l'autre va venir compléter, mais ça reste quand même une charge. Tomber malade, niet, terminé. Il faut plus compter sur ça. Bon, maintenant, c'est vrai que la sécurité sociale est en train de changer par rapport à ça, donc bon, c'est un peu une chance pour nous, les entrepreneurs. Mais donc, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoute, je vais faire une vidéo sur ça, celle que je suis en train de faire, donc regarde-la. Regarde aussi ma vidéo, comment je suis devenue médium, pour essayer de peser le pour et le contre. Mais finalement, c'est une décision qui est personnelle. Donc les gens qui viennent vers moi en me disant, qu'est-ce que t'en penses ? Ben moi, j'en pense que ça te regarde. J'en pense qu'il faut s'écouter, j'en pense qu'il faut aussi écouter ses guides, il faut leur demander conseil, mais j'en pense aussi et surtout qu'il faut se faire confiance. Mais c'est là aussi qu'on peut peut-être entamer ou développer un travail de réflexion sur notre propre rapport à l'argent. Qu'est-ce qui me fait peur finalement ? Quelles sont mes peurs relatives à l'argent ? Est-ce que j'ai manqué et j'ai peur de manquer à nouveau ? Est-ce que je n'ai jamais manqué et donc j'ai peur du manque ? Qu'est-ce que j'ai vécu ? Quelles sont mes bases pour essayer de comprendre comment vivre les choses à ce niveau-là aujourd'hui. Donc c'est tout à fait le moment idéal, je trouve, pour aller chercher, pour aller creuser un petit peu cette notion-là, quand on veut basculer de, entre guillemets, alors comment vous le dire sans être péjoratif, l'amateurisme, enfin, pas dans le sens c'est nul, et pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où je fais ça comme ça, de temps en temps, dans mon entourage pour faire plaisir, et je fais ça de manière professionnelle. Forcément, du coup, ça implique voilà, tout un basculement, et ça, je peux comprendre que ça peut faire peur, mais je pense que c'est vraiment là le moment où on peut se poser la question de notre rapport à l'argent, et donc aussi de comment poser mes tarifs. Et j'avais reçu un très gentil courrier
d'une dame qui fait mon coaching, actuellement, mon coaching trimestriel, et qui me dit, écoute, moi je fais du magnétisme depuis quelque temps, mais mon mari me dit qu'il faut que je demande, je lis hein, le courrier, je l'ai sous les yeux, une participation aux personnes que je soulage, mais je ne sais pas comment aborder le sujet. Ah ben là, je suis d'accord avec elle, c'est quelque chose de très délicat. Quand on a un problème avec la confiance en soi et le rapport à l'argent. Je pense que pour ta part, Karine, c'est surtout le premier, on va y revenir après, mais ça n'empêche que c'est toujours quelque chose effectivement de délicat. Donc il y a des petites astuces. Déjà, il vaut mieux aborder le sujet avant. C'est-à-dire ne pas se retrouver à la fin de la séance à devoir attendre que la personne nous paye pas, elle s'en souvient pas, et il faut que je lui dise le tarif, et ça me reste là. Oh tant pis, j'ai pas osé, c'est pas grave. Oh puis de toute façon, j'ai pas duré longtemps, c'est rien. Elle me paiera la prochaine fois. Je suis sûre que ça parle à plein d'entre vous là, qui essaient de se lancer, qui font des choses. Mais rassurez-vous, ça m'a parlé à moi aussi. Hein. Donc, à un moment donné, il faut essayer de se créer un cadre. Dans ce genre de situation où on se sent dans l'obligation, ou en tout cas on se sent légitime de poser, et je vais y revenir ça, la légitimité, de poser un tarif, on peut se dire, je fixe mon tarif antérieurement, en amont, pardon. Donc, dès le début de la séance ou avant la séance, je rappelle que le tarif de la séance de magnétisme est de 15, 20, 45, 70 euros, je ne sais rien, vous mettez ce que vous voulez. Alors après, on va y revenir, hein, comment fixer le tarif, je vais y revenir. Mais je pense que ça, c'est une astuce. Donc, je l'énonce avant. Et puis, en plus, quand c'est professionnel, c'est obligatoire de toute façon. Il faut que la personne sache ce qu'elle achète. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de question à se poser de c'est cher ou c'est pas cher. Parce que la personne, si vous voulez, va en conscience choisir telle prestation, sachant qu'elle fait tel tarif. Si elle fait ce choix-là, c'est plus après à vous de poser la question de savoir si c'est trop cher ou pas assez cher. Ça sera toujours trop cher pour quelqu'un et ça ne sera jamais assez cher aux yeux de quelqu'un d'autre. Vous y aviez pensé à ça, que ça peut ne pas être assez cher? Vous n'avez jamais pensé à ça? Au tarif psychologique. Je vais vous donner un exemple. Vous arrivez dans un magasin, vous devez racheter une machine à laver. Parce que la vôtre vient de vous laver, vient de vous lâcher. C'est urgent, vous ne pouvez pas rester sans. C'est vrai que maintenant, rester sans machine à laver, ça devient compliqué. Donc, vous êtes dans le magasin. Vous voyez 2 modèles qui vous plaisent. Il n'y a pas le tarif, vous demandez au vendeur. Le vendeur ne vous donne pas. La machine A coûte 150 € et celle-ci fait 450. Qu'est-ce que vous vous dites avant de lui poser des questions? Directement. Oh bah dis donc, il y a une différence de prix. Je suis pas sûre qu'à 150 € elle lave bien. Ou elle tienne longtemps. À mon avis, je vais plutôt prendre celle à 450. Je pense que j'aurai moins de problèmes. Un autre exemple. Vous allez dans un magasin de chocolat. Vous voyez 2 types de chocolat. Je vais vous donner le même exemple. Hein. Des chocolats à 10 centimes les 100 grammes et des chocolats à, j'en sais rien, je connais même pas les prix, 3 € les 100 grammes. Lesquels vont vous paraître les plus appétissants? Je sais, vous allez me répondre, je ne sais pas, ça dépend, moi je pourrais peut-être prendre les moins chers. Oui, peut-être. Mais il y a de très fortes chances que psychologiquement, votre cerveau s'en aille vers ceux qui sont plus chers parce qu'il va estimer, il y a des études qui ont été faites sur ça, je vous invente rien, il va estimer que c'est ce qui a le mieux pour vous. Donc, réfléchissez un petit peu à tout ça. Réfléchissez aussi au fait que peut-être vos prestations, parfois, peuvent sembler insuffisamment chères aux yeux de certains. Attends, elle fait un soin à 15 €?
Je me méfie. Ben, je préfère, tu vois, encore payer 45 € ou 50 € la séance et puis être sûre d'avoir quelqu'un de compétence, quoi. Tu vois, qui fait ça depuis des années. Vous n'avez jamais eu ce genre de remarques, réflexions? Vous n'avez jamais entendu personne dire ça? Je suis sûre que si. Donc, je pense que c'est important de se positionner, de se repositionner face à sa propre valeur à l'argent. Sa propre relation, son propre rapport à l'argent. Et après, essayer de réfléchir aussi à la propre valeur que l'on se donne. Je vous explique une expérience réelle. Une dame, une amie, qui me dit, j'ai quelqu'un qui est venu me demander un soin. Je lui ai fait. Et au moment de payer, la dame me dit, alors je vais dire que c'est 45 €, je sais plus exactement, mais ça n'a pas d'importance. La dame explique à mon amie, elle lui dit, vraiment, je suis contente de mon soin, ça m'a vraiment énormément débloqué. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait 3 mois que j'économise pour pouvoir me payer ce soin parce que je n'ai plus d'argent du tout. Elle n'avait plus. Et donc, vraiment merci. Et là, du coup, mon ami lui dit, ah non, alors je vais pas vous faire payer. Parce qu'elle s'est dit, mais attends, je peux quand même pas lui demander de l'argent alors qu'elle en a pas. Elle a économisé pendant 3 mois pour avoir un soin. Et là, la personne lui a dit, non. C'est important pour moi de vous payer parce que c'est ce que je me dois. C'est ce que je me vaux. C'est ce que je pense être nécessaire pour moi. C'est ce que j'ai investi pour moi-même. Ne me le reprenez pas. Et là, mon ami est resté bouche bée en disant, ah oui, en fait. Et quand on en a discuté ensemble, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu vois, c'est important aussi de comprendre que la valeur que l'on s'octroie et que l'on va mettre, on va afficher à nos prestations, à nos ventes, etc. C'est aussi, par effet miroir, ce que la personne va investir pour elle-même. Hier, je me suis quand même moi-même fait la remarque, et ce matin encore en relisant, une dame, une très belle âme, qui m'a commandé une paire de boucles d'oreilles et un pendentif, en me stipulant, je viens d'avoir ma prime de Noël, et ça me fait vraiment plaisir de me faire plaisir. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est ça. C'est parfois compliqué. Il faut du temps, il faut attendre certaines circonstances, de mettre 3 mois de l'argent de côté, ou d'avoir la chance la chance, je sais pas si c'est une chance, mais enfin, une prime de Noël, pour dire de se faire plaisir, mais surtout, et de faire remonter sa propre cote d'amour, sa propre valeur. C'est tout ça, vous voyez, qu'il y a derrière la notion d'argent. Et puis on pourra encore en parler des heures et des jours et des semaines. Mais enfin voilà, ça me semble important. Je vais reprendre le courrier pour répondre à d'autres questions de Karine qui peuvent vous aider vous aussi. Tout ça, je pense qu'il faut réfléchir quand on veut mettre un tarif, quand on essaye de le mettre mais qu'on ne sait pas comment faire. Voilà, il faut aller aussi peut-être parfois se mettre à la place de la personne et se dire, voilà, moi je vais pas bien du tout. J'ai besoin d'un soin en magnétisme. Combien je suis prêt à mettre? Alors après, il y a aussi d'autres façons de faire, d'aller regarder combien les autres mettent pour essayer de s'aligner. Voilà. Pas être plus cher, pas être moins cher, essayer d'être à peu près. Voilà, ça c'est une technique. Il y a la technique de faire une étude de marché et de faire une étude de prix de revient. Combien je dépense en électricité pour mon loyer? Parce qu'attention, hein, on oublie trop souvent les charges fixes de l'entrepreneur. Tu te rends pas compte, c'est honteux, elle fait 90 € la séance. Moi, je l'entends encore pour des gens. Pourtant, je n'apprécie pas la façon de travailler de cette personne dont je parle. Mais alors, autant, je trouve que son tarif, pour moi, est correct. Et puis, en plus, qui je suis pour en juger, hein. Bref. Donc, 90 €, c'est honteux pour 1 heure de médiumnité.
pour qui elle se prend? Elle se prend pour quelqu'un qui a 30 ans d'expérience. Et je vous parle de quelqu'un dont je n'apprécie pas le travail. Hein. Mais pourtant, je respecte. Elle a 30 ans d'expérience. Visiblement, elle sait quand même ce qu'elle raconte. Elle fait des vidéos. 1 heure, c'est pas rien. Elle reçoit chez elle ou dans son cabinet. Et ensuite, il y a toutes les charges. Le chauffage, l'électricité, si on sert un verre à boire à la personne, un café, un machin. Bon, tout ça, ça se paye. Les meubles, excusez-moi, mais c'est pas gratuit. Hein. Tout ça, on investit là-dedans. Hein. Et des fois, on va même faire un prêt pour investir et remeubler son cabinet ou refaire des travaux. L'essence, si on vient à se déplacer ou autre. Les charges, on paye des charges. Hein. Sur chaque rendez-vous, donc sur chaque 100 €, je vais mettre par tranche de 100 €, on paye déjà quasiment 23 € de charges lorsqu'on est auto-entrepreneur. Quand on n'est pas auto-entrepreneur, quand on est sur un autre statut, et c'est le cas quand même de pas mal de grands médiums en France, EURL, SARL, SAU, etc. On va se retrouver à plus de 40%. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Moi, j'avais une SARL, j'ai eu une EURL, je sais ce que c'est, et c'est pour ça aussi que je suis repassée en auto-entrepreneur. Je sais les charges, je vous assure que ça fait des années que je travaille là-dedans, je sais. Donc, il faut aussi revoir tout ça, et revoir aussi, voilà, la considération que l'on a pour la personne que l'on va aller consulter. Est-ce que j'ai suffisamment de respect pour cette personne pour lui octroyer telle ou telle somme? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en elle? Donc, si on a confiance, respect en cette personne, eh ben, on va être en capacité de mettre plus. Moi, j'ai un ami, parce que je le considère comme un ami, qui m'a fait une guidance il y a très peu de temps. Il m'a dit, non, je veux pas que tu me payes. Alors, j'ai dit que nenni. D'une part, t'as passé plus d'1 heure avec moi, 1h15 au téléphone. Premièrement, t'as travaillé, enfin voilà. Hein. Deuxièmement, je le mérite. C'est un investissement pour moi. Alors, je le remercie de m'avoir gentiment proposé de me l'offrir. C'est un amour. Mais c'est aussi important de se réapproprier notre propre valeur. Et donc, quand je lui ai fait un virement de 75 €, qui me semble peut-être même pas suffisant à l'heure d'aujourd'hui, il m'a dit, mais t'es folle, c'est beaucoup trop. Ah non, c'est pas du tout beaucoup trop pour la qualité de la guidance, pour le temps partagé ensemble, et aussi pour moi. Est-ce que je les vaux, ces 75 €? Oh, il est là. Mon chaton. Je t'embrasse. Est-ce que je les vaux, ces 75 €? Bon, lui, il les vaut largement. Mais est-ce que moi, j'ai le droit d'investir ça pour moi parce que... Donc, c'est tout, vous voyez, c'est tout ce questionnement-là qui doit être remis en question, même lorsqu'on pose un tarif. C'est-à-dire que lorsqu'on est de l'autre côté du miroir et que l'on a à poser son tarif, on doit aussi se poser la question de dire, voilà, la personne va investir pour elle-même. Donc, si je mets mes tarifs trop bas, est-ce que c'est pas non plus... Alors, d'une part, est-ce que je me respecte vraiment? Est-ce que je respecte le temps que je mets, l'énergie? Attention, les pierres, les encens, les machins, je parle... Il y en a, hein, vraiment de l'investissement. Les livres, mon mari, il en a marre que je commande. Mais pour moi, c'est nécessaire. Et tout ça, ça fait partie de nos charges. Donc, et puis, voilà, qu'est-ce que cette personne... D'une part, si je mets trop bas, je me respecte pas, mais est-ce que je ne renvoie pas non plus à la personne qui veut me consulter un manque de valeur et d'estime pour elle-même? C'est important, vraiment, vous voyez, de se poser toutes ces questions-là. On ne fixe pas un tarif comme ça. C'est vraiment... pour moi, c'est un travail de fond qui peut être même mené pendant des mois et des mois, avant vraiment de se positionner. Et d'ailleurs, qui peut être fluctuant. Moi, ça m'arrive très régulièrement de changer mes tarifs. C'est selon ma vision des choses dans l'instant, dans le moment. Selon aussi les besoins que je ressens, que je perçois pour les gens autour de moi. Enfin, voilà. Donc,
Tout à l'heure, je lisais, j'essaye de lire vite fait, mais... alors, Freddy, c'est aussi pour toi que je fais cette vidéo. Hein. Oui, tout ça, effectivement, parfois, on a tendance à l'oublier. Tout à l'heure, quelqu'un citait, et on l'entend très souvent, l'argent, c'est une énergie. Et il faut qu'elle circule. Donc, quand je donne un soin, une séance, un contact défunt, une infovoyance, je dois recevoir. Alors, ça peut être une petite carte de vœux. Et c'est déjà énorme. Ça peut être un cadeau. Ça peut être un don. Là, j'avais eu en stage, il y a 15 jours, une dame qui me dit, mon mari se fait payer en pintade. Je dis, c'est bien, c'est Noël. Mais elle me dit, c'est pas possible, il faut qu'ils comprennent qu'on ne peut pas manger qu'avec de la pintade, parce que quand EDF va lui envoyer la facture, je suis pas sûre qu'ils acceptent une pintade pour être payés. Elle m'a fait rire. Et c'est vrai. Donc, on peut fonctionner par troc, par échange. On peut donner de son temps, de son énergie, comme, voilà, par exemple, moi j'aime, vous voyez, offrir, tiens, Christelle, juste le bracelet, je sors le bracelet de Christelle et elle met un commentaire au même moment. On peut évidemment faire ça, mais ça ne peut pas être suffisant. Il faut vraiment qu'il y ait un échange. Et là, je vais revenir, mais tout de suite, maintenant et définitivement, sur quelque chose que j'en ai ras-le-bol de lire. Oui, mais on m'a dit que si je faisais payer mes dons, on va me l'enlever et que je finirais en enfer. Je vous jure, hein, je caricaturise. Pas tant que ça. J'ai reçu ça encore par mail il y a 2 ou 3 jours. Stop. Faut arrêter. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, il faut vraiment arrêter avec ça. Déjà, premièrement, il n'y a pas de don. Voilà. On a tous des capacités de voyance, de médiumnité, de clairaudience. On les a tous. Ce qu'il y a, c'est qu'on les développe pas. Et puis, on n'est pas tous médiums, comme on n'est pas tous fleuristes, comme on n'est pas tous éboueurs, comme on n'est pas tous charcutiers. Heureusement. Donc, chacun va le développer à son rythme, à son niveau, et selon aussi ce que son âme est venue chercher et expérimenter sur Terre. Bon. Mais ça n'est pas un don. Donc, c'est pas un don de Dieu. Enfin, si, mais il l'a donné à tout le monde. Donc, on s'arrête là, voilà. Hein, et on vous le reprendra pas. Sauf si vous avez décidé ou fait un contrat avec votre âme que vous n'en aviez pas besoin. Donc, stop. Ça, ce sont des croyances fausses, des égrégores de peur pour interdire ça. J'ai un ami qui est médium. C'est... Comment vous expliquer? Cet homme, c'est la bonté incarnée. Jean-Yves, si tu me regardes, je t'embrasse très très fort. Qui est très chrétien. Et donc, il a voulu aider sa paroisse. Mais la paroisse s'est rendu compte qu'il était médium. Et il a reçu un courrier lui indiquant que, au vu de ses activités et du fait que la Bible interdisait les activités de voyance et de médiumnité, ce qui est faux, hein, parce que moi j'ai le passage qui indique bien que, au contraire, tant que tout est fait dans l'amour et dans le respect, c'est conseillé limite. Bon bref, Jean-Jacques Charbonnier l'a partagé aussi sur sa page. Et donc il s'est vu refuser l'accès à l'équipe de la paroisse, et donc il ne peut pas aider sa paroisse parce qu'il est médium. Enfin bref, tout ça pour vous dire que voilà, il y a vraiment des fausses croyances qui circulent autour de ça, mais depuis la nuit des temps. Et tout ça, ça rejoint finalement le bûcher des sorcières du Moyen-Âge. Donc surtout, ne fais pas payer ce que tu fais, parce que sinon, tu seras puni. Il n'y a pas de punition. Ni maintenant, ni de l'autre côté. Il n'y a que des expériences. Donc déjà, quand on a compris ça, on a tout compris. Il n'y a pas de punition. Et si à un moment donné, parce qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais moi je comprends pas, j'avais des capacités, et là j'arrive plus, j'entends plus, c'est parce que t'as choisi, ton âme a choisi d'être en pause, ou alors parce que tu as besoin de travailler autre chose.
Mais les capacités, elles sont pas reprises par punition. Il faut arrêter. Donc, je le dis de temps en temps, mais là, j'insiste. Donc, vraiment pour les gens, parce que je sais qu'il y a des gens, et attention, je ne vous juge pas, qui pensent encore ça, et qui s'interdisent de poser un tarif parce qu'on leur a dit ça, parce qu'ils ont entendu ça. Sachez, mes belles âmes, que si vous avez une capacité qui est développée, c'est pour l'utiliser. L'objectif, quand on a des capacités que notre âme finalement a fait le choix de développer, que l'on nous demande de développer, c'est pour aider les autres. D'ailleurs, moins on va le faire, et plus on va être embêté dans la vie. Donc je vous invite à vraiment vous servir de ce que vous savez faire, au risque de passer à côté et de cumuler les emmerdes. Voilà, je suis un peu vulgaire, mais c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Donc si votre âme a choisi vraiment de développer ses capacités, et de toute façon on est de plus en plus nombreux à les développer parce que le monde a besoin d'une élévation spirituelle et d'une élévation vibratoire, alors servez-vous-en. Et pour s'en servir, messieurs, dames, on vit quand même sur un plan terrestre, et sur un plan terrestre, faut manger, il faut se vêtir, il faut se loger, il faut rouler. Donc tout ça, ça ne tombe pas du ciel, hein. C'est pas là un don du ciel. Donc l'énergie doit circuler, et cette énergie passe par l'argent. Alors, et là je parle même pas de ceux qui gagnent super bien leur vie avec ce métier-là, j'y reviendrai après. Karine, dans son courrier, me dit « Je donne de mon énergie, de mon temps, c'est vrai. Certaines personnes de mon entourage pensent que lorsque l'on a un don, c'est une chance que Dieu ou l'univers nous offre. Par conséquent, il ne faut pas faire payer. C'est interdit. Et ceux qui le font passent du côté obscur en profitant du malheur des autres. » De où tu profites du malheur des autres en soignant. La personne, elle vient avec ses problèmes, tu lui règles. Ou en tout cas, tu essayes de tout ton cœur. Ça, des fois, on ne peut pas tout régler. Mais de où tu profites de son malheur? Non, tu es justement là pour l'aider, pour l'accompagner. Elle a confiance en toi. Elle met en toi sa confiance. Tu ne profites pas de son malheur. Tu l'accompagnes. Est-ce que... Je vais revenir sur cette phrase. C'est interdit, il passe du côté obscur, profite du malheur des autres. Est-ce qu'on dit ça d'un médecin qu'on vient consulter parce qu'on a de l'asthme, parce qu'on a de l'arthrose, parce qu'on est bloqué du dos? Parce que les magnétiseurs, on vient les voir pour ça. Hein. En quoi un médecin, on va lui dire que c'est interdit et qu'il profite du malheur des autres? Je suis désolée, on fonctionne pareil. Est-ce que vous voyez ou vous entendez dire ça d'un psychologue ou d'un psychiatre? C'est honteux, de toute façon ça lui sera repris, il va se retrouver à devoir rendre des comptes de l'autre côté, il profite du malheur des gens. Non, il essaye de les aider. Mais pour pouvoir les aider, il faut payer son cabinet, il faut payer l'eau qui coule dans le lavabo pour se laver les mains, il faut payer le mobilier, il faut payer le temps, il faut payer ses études. Ça vous semble logique tout ça? Vous allez me dire, oui, mais chez le médecin, c'est remboursé. Ouais, c'est remboursé, mais en attendant, tu payes tous les mois sur tes impôts. La sécu. Bref, petit rappel. Donc, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Tout ça, c'est des croyances chrétiennes pour empêcher les sorcières et les sorciers de fonctionner. Alors, effectivement, par contre, il faut être dans la bienveillance. Il faut être dans l'amour. Il faut être vraiment dans la volonté d'aider profondément. Accompagner tout du moins. Essayer de soulager. On fait ça vraiment avec tout son cœur. Malheureusement, dans cette branche, comme dans d'autres corps de métier, on se retrouve avec des gens qui, soit dès le début, vont vouloir effectivement profiter en se disant « Punaise !» Tu vois pas le fric que ça peut me ramener. Je pense au film Madame Irma, où le gars, il se rend compte, en fait, que la voyance, même si on raconte des conneries, enfin, lui, c'est ce qu'il fait dans le film, en tout cas, ça peut lui rapporter du fric. Et au début, il fait ça comme ça, et puis il se rend compte, finalement, qu'il aide quand même les gens. Bon, voilà, c'est un peu rigolo, hein.
malheureusement, voilà, il y a des gens qui vont initialement le faire pour ça, et puis il y a des gens qui vont commencer à le faire avec le cœur, et puis finalement, l'attrait de l'argent va leur faire tourner la tête et va les faire pencher plus vers l'ego que vers la bienveillance. Mais ça, on en a dans tous les métiers. Je vais vous donner un exemple. Une fois, on a un chauffagiste qui est venu à la maison. Il faut changer tout votre chauffe-eau. Vous en avez pour 1200 €. Oh, on venait d'acheter la maison. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Enfin, quand on vient d'avoir un bébé, on vient d'acheter la maison, on a des frais. On s'attend pas à ce genre de dépenses. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, Marie me dit, écoute, je vais quand même jeter un œil. Il a passé plus d'une journée à chercher parce que c'est pas son corps de métier, lui. Et en fait, il manquait une pièce à 12 €. Et notre chauffe-eau a fonctionné pendant 6 ans, sans problème. Après, je sais pas, on a déménagé. Mais je veux dire, donc, les garagistes, c'est pareil. Les assureurs, c'est pareil. Dans tous les corps de métier, on trouve ça. Ma fille est vendeuse. Elle est vendeuse en prêt-à-porter. Elle adore ce qu'elle fait. Et un jour, elle me dit, maman, et là, je suis contente, je l'aime tellement fort. Elle me dit, maman, j'avais une dame aujourd'hui, elle est venue essayer 2 manteaux. Elle me fait rire en plus avec ses expressions et tout. Elle me dit, en a un, t'aurais vu, elle était moche, mais c'était le plus cher. Eh ben, elle me dit, moi, je lui ai conseillé l'autre. Et là, je suis heureuse, vous voyez, d'avoir élevé mes enfants dans cette façon de voir les choses. Elle me dit, tu vois, j'aurais pu, il y en avait un à 40 et un à 120. Elle me dit, j'aurais pu lui dire, ah oui, madame. Vous voyez, comme dans tous les corps de métier, l'arnaquer pour... Voilà, là pas du gain, parce qu'elle a des commissions là-dessus, hein, elle a des primes, tout ça. Je me dis, il était hors de question, maman, tu te rends pas compte? Elle se serait fait moquer, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Et là, je me dis, génial, elle a tout compris, quoi. Elle veut que la personne se sente bien. Ça n'a pas d'importance, le prix, finalement. Elle veut que la personne se sente bien. Et ça, c'est dans tous les métiers. Donc vraiment... Effectivement, il faut faire les choses avec le cœur parce que sinon, on risque d'avoir des comptes à rendre. Mais finalement, c'est des comptes à se rendre à soi, hein, parce que derrière, en haut, on nous juge pas. Hein. Personne ne nous juge. Il n'y a que sur Terre qu'on se juge entre nous. Ou soi-même, tout seul, comme un grand. Alors, donc, je continue la lecture de la lettre de Karine qui me dit, ce qui fait qu'avec un discours comme ça, ces personnes ne vont pas me faire de la pub pour que je puisse trouver des clients. Bon, moi, j'aime pas ce terme de client. Hein. Pour moi, c'est des personnes qui viennent me voir. Il y en a qui disent patients. Moi, c'est pas des patients non plus. Pour moi, c'est des personnes. Vous êtes des personnes. Voilà. Parfois, j'utilise le terme consultant. Des gens qui viennent me consulter. C'est vrai que moi, client égale commerce égale niette. J'ai du mal encore. Hein. Voilà, c'est comme ça. Elle l'avait même mis entre guillemets elle-même. Donc, elle dit, je vais avoir du mal à convaincre. Alors, je vais revenir sur ces deux choses-là. La lettre de Karine est un bonheur. Je trouve que, vraiment, pour pouvoir réfléchir autour de ces notions-là, c'est juste nickel. La notion de pub. Écoute-moi bien, ma chérie. Si ces gens-là ne te font pas une bonne pub, c'est pas grave. Tu attireras à toi les bonnes personnes au bon moment avec les vibrations qui te conviennent. N'essaie pas de convaincre ces personnes-là, parce que sinon, tu risques d'attirer des gens de même vibration. Et ça risque de pas être joli à voir après. Gentille âme m'envoie un message en me disant, tu sais que un tel médium, enfin une telle médium, a fait une vidéo hier en disant qu'elle avait des soucis avec toi. J'ai dit, écoute, elle fait ce qu'elle veut. C'est sa responsabilité, c'est son choix, c'est sa façon de voir les choses. Effectivement, hier, j'ai été obligée de la bloquer. Bon, vous savez, à un moment donné, quand on se fait un peu insulter, il faut pas non plus se faire passer pour un con. Mais je dis, c'est son choix. Et après, les personnes qui feront le choix de la croire, elle, plutôt que de continuer à me faire confiance en moi, tant mieux. Ils iront vers ces vibrations qui ne sont pas. Un fera son chemin. Et c'est ce qu'il faut. Donc, n'attends surtout pas que ces personnes te fassent de la pub, parce que ça serait une grosse erreur. Ça serait t'envoyer des gens qui ne sont pas en lien avec tes propres vibrations. D'une part. Et d'autre part, tu me dis, je vais avoir du mal à convaincre. Mais on ne cherche pas à convaincre dans la spiritualité.
Ça, c'est important de le comprendre. On ne doit pas chercher à convaincre. La personne qui va venir à nous, vient par intérêt, par curiosité, par besoin, par confiance, par amitié, mais elle ne doit pas venir pour être convaincue. Au début, moi aussi, je cherchais à convaincre les gens, pour leur montrer, mais si je te jure, regarde, je te dis, je peux avoir de la voyance, des infos pour toi. Mais si je vous jure que je peux communiquer avec votre grand-mère, regardez tous les détails que je vous donne. Ouais. Au début, on essaye de convaincre, mais finalement, qui est-ce qu'on essaye de convaincre réellement? C'est soi-même. Quand Karine, tu seras à l'aise avec toi, quand tu auras confiance en toi et quand tu te sentiras légitime, je vais revenir sur ça juste après, tu attireras à toi les personnes qui ont besoin de toi, dans l'instant, qui sont en lien avec tes vibrations. Tant que tes vibrations seront « j'ai peur de moi-même, j'ai pas confiance, je suis pas sûre que je peux me faire payer, je ne sais pas », voilà, le doute et la peur, tu n'attireras soit rien, et à la limite j'ai envie de te dire tant mieux, soit des personnes avec les mêmes vibrations. Et là, ça sera plutôt lourd. C'est tout un travail sur soi. Les gens ne se rendent pas compte, en fait, de ce que c'est réellement un travail de thérapeute, de médium, de voyant. Ils pensent que c'est juste faire des séances. Non. C'est faire de la méditation. C'est aller faire des retraites ou des stages pour pouvoir intérioriser, intégrer de nouveaux éléments et pouvoir surtout travailler avec soi-même et avec son âme. C'est passer du temps à parler avec ses guides et à leur demander conseil. C'est passer du temps à lire et apprendre des choses nouvelles, à regarder des vidéos. Tout ça, c'est du temps de travail aussi. Et c'est comme ça seulement qu'on peut évoluer. Et donc, c'est aussi tout ça qui rentre dans notre tarif. Plus tu vas avoir de connaissances, plus tu vas avoir d'expertise, plus tu vas avoir confiance en toi, en ce que tu fais, et confiance en là-haut, plus tu vas pouvoir avoir un tarif en lien avec tes connaissances, ton expérience, ton expertise, etc. Comment m'y prendre? Quels conseils peux-tu me donner? J'espère que tous ces conseils-là vont te servir. Alors, je vais quand même revenir sur la notion de légitimité. J'ai beaucoup de gens qui viennent à moi qui ne le disent pas forcément avec ces termes-là, mais qui ne se sentent pas légitimes. Et qui me disent comment je me vois pas faire payer, je me vois pas ceci, je me vois pas demander, je sais pas comment faire. Et puis tu te rends compte si je fais un soin et que je fais mal. Quand on fait avec son cœur, quand on fait du mieux qu'on peut, déjà, on est au top du top. Mais évidemment, ce que j'ai fait moi, il y a 9 ans en voyance, n'est pas ce que je fais aujourd'hui. C'est plus la même qualité. Ce que j'ai fait il y a 3 ans en médiumnité, c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Et heureusement, parce qu'on évolue. Et c'est ce qui va nous créer, finalement, une certaine forme de légitimité, c'est le temps. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de diplôme, ou très peu, dans ce que l'on fait. Alors oui, vous allez me dire, les thérapeutes Reiki, eux, ils ont un diplôme qu'ils peuvent afficher sur leur mur. Et je vais y revenir à ça. Les hypnothérapeutes, eux, ils ont un diplôme. Et du coup, c'est vraiment un gage de qualité. Oh, je vais vous dire un truc, je suis pas sûre. Sérieusement, je suis pas sûre du tout. De où? Parce que j'ai mon diplôme d'éducatrice spécialisée affiché au mur, je suis une bonne éduque. Non, parce que je peux vous le dire, moi j'ai bossé dans le milieu, sans vouloir être dans le jugement. Wouhou! Il y en a, on sait pas où ils ont eu leur diplôme. Donc voilà, après, il y a une notion de diplôme, d'expérience, de connaissance, mais il y a aussi et surtout une notion d'éthique et de déontologie. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans l'éthique et la déontologie, qui va être dans la bienveillance, qui va être dans un travail avec les énergies divines, avec l'amour, là, vous pouvez vous dire c'est ok. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment on reconnaît? Oui, bon, ça c'est encore une autre histoire. J'ai fait une autre vidéo à ce sujet, comment choisir son magnétiseur, je crois, ou son médium, je ne sais plus. Enfin bref, tout ça, ça peut vous aider. Toujours est-il que la légitimité, c'est pas un diplôme accroché au mur. Mais, des fois, ça peut aider.
Alors j'ai une très belle amie qui maintenant a bien avancé, mais au début me disait non mais écoute, moi elle avait conscience et elle disait moi je me sens pas légitime. Donc elle a fait le choix de passer tous ces degrés Reiki pour pouvoir les mettre sur son mur. Elle m'a dit c'est vraiment, clairement, j'en ai besoin psychologiquement pour que lorsque les gens arrivent dans mon cabinet, ils voient toute cette reconnaissance papier, cette reconnaissance diplômante, qui puisse me conférer une reconnaissance à moi. Depuis, elle a grandement évolué, elle a bien confiance en elle maintenant et c'est génial. Mais au tout début, elle avait besoin de ça. Eh ben, allez, faites des stages, faites des formations. Moi, quand je fais des stages, je ne fais pas c'est pas des stages diplômants. Il n'y a pas de diplôme de médium. Hein. Mais une fois, une dame m'a demandé, bon, c'était spécifique, mais enfin, une attestation de présence. Et donc, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je lui ai fait son attestation de présence, son attestation de participation au stage. Et parfois, ça peut aider psychologiquement de dire, ben voilà, j'ai suivi tel stage, je suis allée là à une conférence il n'y a pas longtemps, et à la fin, les intervenants avaient mis justement tout leur parcours avec les stages, les formations qu'ils font régulièrement. C'est aussi gage de confiance, de se dire, tiens, c'est des gens qui se remettent régulièrement en question et qui vont se faire former par d'autres personnes, par un regard extérieur, par un regard expert sur telle ou telle notion. Donc, je pense sérieusement que effectivement, les gens qui vont en stage, qui vont en conférence, qui vont en atelier, en formation régulièrement, sont gages de qualité, sont gages de confiance, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ont envie de continuer à évoluer et qui ont ce regard humble sur eux-mêmes qui les fait avoir toujours envie d'avancer et de se remettre en question. Donc pour moi, c'est vraiment important. Alors, on n'est pas obligé de se faire former Reiki, Lao Chi ou énergie ou 13 rayons sacrés ou j'en sais rien. On n'est pas obligé. Mais moi, je dis, si ça peut vous aider psychologiquement, bah faites-le. Mais ça n'aidera que vous. Bon, vous allez me dire, oui, mais non, parce qu'on apprend des choses en Reiki quand même qui peuvent aider les autres. Bah oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais je veux dire, parfois, on a besoin que ce soit concret, que ce soit palpable, que ce soit reconnaissable voilà, avec un coup d'œil, que ce soit finalement acté dans la matière, voyez, hein, que toutes ces connaissances subtiles finalement viennent s'ancrer de manière matérielle dans notre quotidien. Alors, ça c'est un choix qui appartient à chacun. Vous voyez là, j'ai eu une trentaine de personnes sur mon coaching trimestriel. Je le rappelle bien, je l'ai dit, attention, c'est pas une école pour futurs médiums ou futurs voyants. On y apprend quelque chose, quelques astuces, quelques concepts, etc. Le truc derrière, c'est qu'il faut travailler, c'est l'expérience, c'est l'expérimentation concrètement qui va nous faire avancer. Hein, et qui va aussi nous permettre de rendre plus concrète notre notion de légitimité et donc de valoriser, favoriser notre rapport à l'argent. Ça n'empêche que ça reste complexe parce que c'est très subjectif. Donc si vous êtes dans ce questionnement, parce que je suis sûre que cette vidéo et ces questions vont parler à beaucoup, eh bien je vous invite, là peut-être que ça va être une période de fête, une période de détente, de repos, peut-être que vous allez pouvoir prendre des congés. Je vous invite à vous poser et à intérioriser un petit peu tout ça pour prendre du recul et vous dire qu'est-ce que je vis, comment je le vis, comment je peux poser les choses pour moi et peut-être pour les personnes qui vont me consulter si vous êtes dans cette démarche-là. Mais je pense que de manière générale, cette vidéo servira aussi à tout un chacun parce qu'elle permet aussi de peut-être recentrer ou voir les choses différemment par rapport à la notion d'argent et de spiritualité, mais aussi par rapport à la notion d'argent tout court. C'est-à-dire, voilà, quel est mon rapport à l'argent et à l'abondance. Vous savez, moi j'aime voyager. C'est un plaisir. J'aime la photo, je fais de la photo. Et donc, j'aime voir de nouveaux paysages. J'aime les détails aussi. Un de mes rêves, ce serait d'aller en Asie
pour bombarder de photos les temples. C'est un... Voilà, c'est un rêve depuis des années et des années. Bon, je vais avoir 40 ans en quelques mois. Peut-être que mes amis feront et ma famille une petite cagnotte et que je pourrais m'offrir ce voyage parce que c'est pas donné quand même. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup voyager et j'essaie de voyager plusieurs fois dans l'année. Bon, là, je suis allée en Bretagne au mois d'octobre. C'est vital en fait pour moi. C'est vraiment vital. Mais du coup, ça a un coût. Et en même temps, j'ai remarqué qu'à chacune de ces vacances, alors que ce soit quelques jours ou un week-end à Center Park ou autre, ça me permet de me déconnecter, ça me permet de prendre du recul, de me faire aussi de la photo méditative, parce que quand je suis dans la photo, je suis dans mon truc, quoi. Même quand je vais en forêt ou autre, c'est vraiment... Et donc, je suis en pleine méditation, je suis sur un niveau de conscience différent, quoi. Et c'est là que je suis très créative. Et c'est là que je me remplis, je me nourris de nouvelles idées, que je me remplis vraiment de nouveaux déclics, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ces voyages. Au début, j'avais l'impression d'avoir besoin de souffler. Je disais à mon mari, bah oui, mais tu vois, moi je travaille de la maison, donc j'ai besoin quand je suis en vacances, de sortir de mon cadre pour vraiment souffler, vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Que c'était vraiment pour me nourrir. Et il y a quelques semaines, une autre médium en a parlé, Marina Bougaïev, qui voyage énormément, et gratitude pour tous ses partages d'ailleurs, et elle disait ça, que vraiment c'est sa came, quoi, elle en a besoin pour se nourrir de nouvelles idées, pour du coup les partager. Et moi j'ai compris ça il y a quelques mois aussi, et ça m'a vraiment été très fortement révélé en Bretagne. Et du coup, partir en voyage, c'est un investissement pour moi, mais c'est un investissement aussi pour les gens qui me consultent, qui me suivent, qui me regardent en vidéo. Alors vous allez me dire, bah dis donc, elle est pas chier celle-là. Et Marina a dit exactement la même chose. On pourrait comme ça, au premier regard, se dire, ouais, dis donc, elle fait que ça de partir en vacances, tout ça sur notre compte, avec le fric qu'on lui file. Ouais, mais du coup, ça circule. Ça circule parce que ça permet de nouvelles créations qui vont vous revenir, qui vont permettre à nouveau de repartir, qui vont permettre de créer de nouvelles choses, qui vont vous revenir, etc. Et c'est un cercle absolument vertueux. Et en ça, j'aime beaucoup suivre aussi des pages de gens qui voyagent, de gens qui voyagent avec leur famille, en camping-car, des choses comme ça. Je trouve ça voilà très beau déjà, mais aussi très nourrissant. Et je pense que c'est pas pour rien non plus que je me nourris de pages de gens comme ça, comme Camille Griselin, comme Marina Bougaïev, comme d'autres. Je pense aussi à Jérémy Frison, si je dis pas de bêtises, qui rentre là du Mexique. Et j'ai beaucoup aimé son rapport au voyage et ses commentaires, ses photos, etc. Parce que je pense que c'est vraiment nourrissant. Voilà, donc tout ça, vous voyez, j'essaie de faire des liens entre tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, mais aussi de l'ordre du travailleur de lumière, des travailleurs de lumière que nous sommes, et de tout ce qui peut nous nourrir, mais aussi de tout ce qui peut nous bloquer, et dont ce rapport à l'argent. Alors je pourrais encore en parler des heures, il y a plein de choses à travailler sur ça, on pourrait même faire des modules spécifiques sur ça, pourquoi pas, hein. Si vous êtes en demande, n'hésitez pas, on pourrait travailler dessus. Mais peut-être que je peux vous recommander, alors je ne l'ai pas là sous la main, où est-ce qu'il est ? Il est là dans la bibliothèque du rez-de-chaussée, j'arrive, je vais vous montrer. Vous pouvez d'ores et déjà peut-être commander ça, le livre Le défi des 100 jours de Lilou Massé et Christian Junod, pour libérer son rapport à l'argent et vivre son abondance. Donc pendant 100 jours, Christian Junod et Lilou Massé nous proposent des exercices quotidiens pour aller réfléchir. Voilà, la notion de déloyauté. Parce que ça aussi, parfois, on a l'impression... Alors, c'est intéressant, ça. Je vais rester à des heures. Tout à l'heure, au tout début de la vidéo, je vous ai parlé de mon lien à
mon enfance, etc. Lilou Massé et Christian Junot en parlent dans une des, vous voyez, le jour 30, où ils disent, est-ce que peut-être votre inconscient veut ne pas manquer de loyauté face à vos parents, à votre famille, je vais prendre mon exemple, qui était ouvrier et qui ne gagnait pas énormément, et donc, inconsciemment, vous vous empêchez de vivre dans l'abondance, de bien gagner votre vie par loyauté. C'est intéressant comme réflexion, hein. Voilà, il y a une notion de juste ou injuste. Est-ce que c'est injuste? Tu te rends pas compte combien ils gagnent? Tu te rends pas compte? Eux, ils travaillent pas et ils en ont plus que nous. Et puis, ils ont des primes de la CAF. Combien de fois je l'entends, ça? Il y a plein de choses hyper intéressantes à travailler dans ce cahier. Donc, si ma vidéo vous a un petit peu nourri, vous a un petit peu questionné, je vous invite à continuer le travail avec ça. Hein. Franchement, c'est génial. Là, il y a aussi la peur de l'échec. Ça, c'est formidable. Je ne pose pas de tarif parce que j'ai peur d'échouer. Parce que j'ai peur que la personne se dise, dis donc, c'est cher payé pour ce que c'est. C'est bien souvent nos peurs nous guident. Hein. Et la peur, c'est qui? C'est l'ego, c'est le mental. Allez, je vais m'arrêter là, parce que sinon je peux rester toute la journée avec vous. J'espère en tout cas que j'aurai peut-être créé un petit déclic, l'envie de travailler ça. Peut-être que j'aurai juste semé une petite graine qui va pousser, fleurir dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et puis peut-être que j'aurai suscité des vocations. Peut-être que quelqu'un dans quelques jours, dans quelques semaines va me dire, tu sais, ça a été le déclic pour moi, ça y est, je me suis mis à mon compte et maintenant j'aide les gens. Et ça, c'est vraiment mon travail. Voilà. Je vous embrasse tout fort. Je rappelle que cette vidéo, pour l'instant, est sur Facebook. Elle ne peut pas être partagée parce que elle est en mode ami. Mais je vais la mettre en replay sur YouTube et là, vous pourrez la partager sans aucun problème. Normalement. Voilà. Je vais me faire plaisir et passer un moment à regarder vos commentaires, y répondre pour certains. Gratitude vraiment pour votre participation. Je vous ai été nombreux à mettre des commentaires en live sur Facebook. Donc vraiment, merci. J'espère que vous aurez trouvé des réponses, peut-être des pistes de réflexion dans ce petit partage du jour. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse. J'embrasse mes amis de réflexion qui sont donc aujourd'hui Elodie, Freddy et Karine. Merci de m'avoir relancé sur ce sujet. Gratitude à vous et surtout, faites-vous confiance. Je vous embrasse.